j'ai vécu en Amérique du Nord pendant 18 ans et je suis revenu en Bretagne. Et en fait, j'ai l'impression de ne jamais être arrivé en Amérique du Nord et de ne jamais être revenu en Bretagne, en fait. Parce que je ne serai jamais américain ou canadien. Ce sont des cultures trop différentes de la mienne. Pourtant, ce sont des pays qui me fascinent, que j'adore, enfin surtout les États-Unis. Et je suis revenu en Bretagne, mais je n'ai pas retrouvé la Bretagne telle que je la connaissais avant. Elle a changé, mais moi aussi j'ai changé. Donc j'ai vraiment l'impression d'être entre les deux en fait, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire de ne plus avoir de culture. Ou plus exactement, que ma culture, c'est uniquement ce que j'ai gardé de permanent au fil de ces déplacements. Et c'est la langue. La langue, en fait. C'est ça la culture de l'écrivain, c'est sa langue. Moi, j'étais incapable d'aller vivre ailleurs. Pas comme toi où tu as vécu partout. Moi, j'ai toujours été incapable d'aller vivre ailleurs que là où je suis née. Ouais, moi, je suis née dans un territoire français d'outre-mer. Donc, il me semble que mon territoire est né directement de la colonisation. Et pour dire que ce territoire d'outre-mer, qui au départ s'est appelé Établissement français de l'Océanie, et puis après ça faisait vraiment trop colonisation, donc on a fait un peu de toilettage, on a appelé Polynésie française. En fait, c'est quelque chose qui me dit rien du tout. Parce que chez nous, on se définit d'abord par... On est d'un lieu, d'un quartier ou d'un village, on est d'un lieu. Enfin, en tout cas, au départ, on est de la terre de la famille. Ensuite, on est d'un lieu. Et ensuite, d'une île. Et ça ne va pas plus loin. Si on veut vraiment parler de territoire, le territoire, c'est justement ce qu'on habite. C'est-à-dire que le propriétaire, quelquefois, n'habite pas son territoire. La possession, elle n'est pas matérielle, elle est dans le regard, elle est poétique en fait. Et elle n'est pas violente surtout, et elle n'est pas, enfin, elle n'est pas homologuée quoi. C'est quelque chose de clandestin. Quand je dis écrivain de paysage, ça ne veut pas dire nécessairement que je parcours des paysages immenses. Ça m'est arrivé, bien entendu, de parcourir, de faire de l'écriture en marche comme ça, mais on peut aussi bien se poser et faire un voyage immobile sur 10 mètres carrés. Bon, ça a été souvent fait. Et on trouve des choses à dire parce que là, la qualité première, c'est la patience. Et quand on est très patient, le réel finit toujours par nous faire signe. Il se passe des choses. On pose des questions à ce qui nous entoure et à un moment, on obtient des réponses. Et donc, il s'agit simplement de s'enraciner. Moi, je suis tahitienne. Et mon identité, c'est d'être tahitienne. En même temps, c'est très compliqué parce que c'est c'est constamment en évolution, mon identité. Mais en même temps, c'est comme toi. euh, Est-ce qu'on peut être tahitienne si on ne parle pas tahitien? Donc moi, j'étais évidemment interdite. Pas par l'école, je n'ai pas eu besoin de l'école. Moi, c'était dans ma famille. Il s'agissait de blanchir la descendance. Donc, Bon, je pense que je suis influencé par mes origines bretonnes, mais d'une manière qui est totalement inconsciente et involontaire. Et qui passe même pas par une langue, parce que je ne parle pas le breton, ce dont j'ai honte. Mais donc il y a quelque chose, mais c'est très mystérieux. j'ai toujours compris parce que ma grand-mère et ses sœurs parlaient tahitien, comme ici, c'est la même histoire. Hein, les grand-mères, elles parlaient et nous, on ne parle pas. Mais moi, après, j'ai eu la volonté d'apprendre à parler tahitien. Et de vivre dans des petits villages où on parlait que tahitien pour que mes enfants n'aient pas ce complexe, comme tu dis, tu as honte de ne pas... Oui, moi aussi, ouais. J'avais honte. Et j'ai toujours honte de ne pas aussi bien maîtriser le tahitien que le français. Mais bon. La langue, c'est quand même la colonne vertébrale d'une manière de penser, de ce qu'on appelait une culture, mais surtout de la façon dont on pense, puisqu'on pense à travers une langue. Une langue est un prisme, comme on sait. Et donc, néanmoins, bon, j'ai souvent pensé qu'il y avait quand même des scories ou des retombées d'une culture, même dans une autre langue. J'écris pas forcément pour publier.
J'écris parce qu'il faut que j'écrive et il faut que ça sorte et que j'expulse, sinon ça m'étouffe et j'ai l'impression que je vais mourir. C'est pas juste écrire l'idée, c'est en même temps accompagner mon écriture d'une musique qui est là constamment dans ma tête et qui, voilà, qui rythme mon travail. Ce que je cherche, moi, quelle que soit la technique utilisée, c'est la fulgurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots inutiles et que la fulgurance, c'est pas seulement l'économie des moyens, ça c'est le propre de la poésie en général, mais c'est aussi la recherche de l'impact maximum. C'est une forme de violence esthétique, c'est effectivement, mais une violence qui n'est pas une brutalité, qui n'agresse pas l'autre, mais qui est simplement la vie portée au plus haut niveau, quoi, et qui donne envie de vivre aussi au lecteur, qui le fait rêver. Les jeunes gens n'ont pas compris à quel point il y avait cette puissance dans la poésie et que c'était là qu'il fallait aller voir, quoi. Et autant que dans la musique, qui est un art qui a accompli des mutations incroyables et passionnantes, et que la poésie, c'est aussi c'est un vecteur d'avenir, parce que c'est ça qui secoue vraiment les choses, qui donnent des coups de pied dans la fourmilière. C'est le rock and roll de la langue. La poésie, c'est évident. Enfin, je veux dire, quand on remue les choses, on les fait bouger, on les provoque, et tout à faire en dehors de tout engagement politique. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Le propre de cette musique, le rock and roll, qui est d'une puissance incroyable, qui est quand même la guitare électrique, c'est l'instrument du XXe siècle. Et eh bien, s'il y a cette puissance, les gens viennent. Enfin, je veux dire que Cocteau disait l'art n'a pas à être évasion, il est invasion. Donc, si une œuvre d'art est vraiment puissante, elle envahit, quoi. Je veux dire, on n'a pas à plaire on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Et il faut surtout pas chercher à le faire, je pense. Mais petit à petit, les gens viennent et puis écoutent. C'est très progressif, c'est très lent. Ce qui me passionne, c'est plus la musique que le sens. Donc, et donc j'écoute de la musique tous les jours, et quand j'ai la chance de découvrir une musique qui, que je ne connais pas, enfin je veux dire par là, quelque chose qui me surprend, c'est très rare. Mais quelquefois, on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et alors là c'est fabuleux, parce que ça ouvre aussi des perspectives en littérature. Comment est-ce que rendre cette parole justement percutante, c'est en étant crédible, c'est-à-dire en mettant sa vie en accord total avec ce qu'on écrit. Et qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de lâcheté, et que ce qu'on écrit soit en accord absolu avec ce qu'on vit et inversement, quoi. Et alors les gens peuvent avoir envie d'aller dans cette voie parce qu'on énonce comme tout le monde énonce des valeurs, mais là on énonce des valeurs qui d'un seul coup deviennent beaucoup plus passionnantes et qui changent de l'ennui mortel de notre société, cet ennui dont on voudrait nous nourrir en permanence, quoi, et qui est totalement révoltant. La beauté, c'est justement ce qui correspond au modèle culturel de la beauté, c'est-à-dire c'est ce que tout le monde trouve beau. Et quand on fait des choses belles, on tombe dans le banal. Je veux dire que, alors ça ne veut pas dire qu'une œuvre créative ne puisse pas être belle, mais elle est d'une autre forme de beauté. Et bon, ce qui va remplacer la beauté, c'est l'efficacité, c'est-à-dire un autre agencement des mots en l'occurrence, de manière à créer une émotion nouvelle, quelque chose d'éminemment moderne forcément, puisqu'on va être en avant, enfin, ou à côté de la culture, et par la fascination, par aussi le travail des critiques. Parce que le critique est là pour réduire l'écart entre ce nouveau modèle que personne n'a vu et tous les modèles usés que tout le monde connaît. Et bien, grâce à la critique, on rapproche les deux et d'un seul coup, hop, Picasso entre dans la culture et les gens ont compris le regard de Picasso. Un bon texte, c'est un texte qui soulève de l'émotion. Oui, ouais, l'émotion, oui. Parce que sinon, c'est comme la vie, sinon ça vaut pas le coup d'être vécu. Ou, voilà, une vie plate, un texte plat, c'est comme un long jour sans pain finalement. C'est pas. Non, non, c'est compliqué l'écriture. Enfin, la création en tout cas, c'est beaucoup de transpiration et aussi beaucoup de rature. Hein. Voilà. Ah, beaucoup de rature.
La création aujourd'hui doit encore se déplacer, puisque c'est elle, au fond, qui contribue, c'est une forme de levain de la société, c'est elle qui contribue à faire évoluer la société, quoi. Enfin l'art en général, quoi. En fait, je pense que l'histoire collective, elle est faite de toutes nos histoires. Donc, en fait, moi, je raconte les histoires, soit que j'ai des morceaux de mon histoire personnelle, je raconte aussi l'histoire des autres que j'ai vus ou que j'ai connus ou que j'ai entendus. Et voilà, je raconte enfin, l'histoire de tout le monde, des gens vivants. C'est des gens qui sont vivants et moi, j'aime bien les gens qui sont vivants. On ne peut pas écrire si on ne se nourrit pas du réel, c'est impossible. Et on appartient à une époque. C'est souhaitable d'ailleurs d'être un citoyen de son époque. Pour moi, la lecture ou l'art en général, c'est nourrir mon émotion et c'est aussi nourrir ma réflexion. Ça nourrit ma colère aussi, pour avoir de la force pour résister à cette pensée dominante qui essaie de nous écraser et de nous enfermer dans un système de pensée que je ne trouve pas du tout, en tout cas qui ne me convient pas, et qui gomme non seulement nos mémoires, mais notre capacité à réfléchir. Et donc moi, il faut que je nourrisse, quand je vais lire les choses qui sont écrites ailleurs, je nourris cette espèce comment je pourrais dire, cette espèce d'idée que faut pas baisser les bras. L'imaginaire est toujours plus pauvre que la réalité. L'imagination, ça consiste à mettre des bouts de réalité imparfaitement compris, les uns à côté des autres, ou à faire des articulations comme ça. Et donc, le véritable incroyable, il est dans le réel. Du coup, je lis beaucoup de livres scientifiques, en fait. Pour moi, la science est la nourriture de la poésie. C'est à partir de la science que, justement parce que je ne crois pas à l'imaginaire, que je crois au réel, que le rêve, c'est dans la science et dans la connaissance que le rêve s'enracine et qu'on découvre des horizons qu'on ne soupçonnait pas. D'autre part, en ce moment, mais il se trouve que ça c'est très récent, je lis beaucoup de littérature enfantine, parce que bon, je n'ai pas du tout l'ambition d'en écrire, parce que je crois que c'est très très dur d'écrire pour les enfants, mais je me suis dit que il fallait sauvegarder l'enfant qui est en soi, en chacun d'entre nous. Et ça, c'est très important. Et de retrouver ce regard et une autre vision des choses. On ne se dit plus, on est adulte, on ne se dit plus, on est vieux. Enfin bon, je veux dire qu'on a tous les âges en même temps. Ben, il y a des cultures qui sont comme ça. Mais pour un occidental, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, en fait. C'est difficile. Je m'intéresse à énormément de choses. Bon, la politique étrangère, par exemple, me passionne. Et ça m'intéresse vraiment. Mais c'est la façon dont c'est traité qui non seulement ne m'intéresse pas, mais me révolte. Parce qu'on ne s'adresse pas à l'intelligence des personnes qui sont là, on n'essaie pas d'élever les gens, on essaie de les enfoncer dans des platitudes, des préjugés, des choses dont on suppose qu'ils vivent dedans toute la journée. En fait, on les laisse là mijoter dans une forme de médiocrité qu'on présuppose chez eux. Et ça, c'est insupportable. On essaye de nous enfermer dans des systèmes de pensée qui sont eux-mêmes colonisateurs. Qu'ils soient liés à des colonisations historiques, bon, bah, c'est souvent le cas, mais bon, je veux dire que ce que j'appelais l'idéologie, c'est exactement ça. C'est une pensée manipulatrice qui protège des intérêts, souvent des intérêts politiques et économiques. Donc c'est une autre forme de colonisation, bien entendu. Et en fait, penser, et c'est là le but aussi bien de l'art que de la philosophie, hein, penser, c'est justement démonter ces mécanismes et puis c'est les faire exploser. Et bon, au moins ça, et puis éventuellement proposer autre chose. Parce que quand on dit non à quelque chose, on dit forcément oui à autre chose. Je me trouve un lien avec les gens de la Bretagne. Pas forcément avec le pays, bon, le pays c'est un pays quoi, hein. Mais je retrouve un lien avec les gens dans leur volonté de résister à la domination et à comment je vais dire. Enfin bon, c'est ça. Je crois qu'il y a une colonisation de la pensée qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui.